Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'action Euronext. Donc avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, celles-ci sont faites purement à but éducatif. Moi je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple amateur qui s'intéresse à la bourse. Et en plus je suis actionnaire d'Euronext, donc les infos présentées ici sont exposées à un biais supplémentaire. Alors on va s'intéresser à l'action selon le plan habituel, on va présenter le business de celle-ci, on va se pencher un petit peu sur les comptes de Euronext, ensuite on va s'intéresser aux entreprises équivalentes plutôt que de concurrence, on va s'intéresser aux perspectives de développement de celle-ci, petite note d'analyse technique et enfin on essaiera de récapituler tout ça. Alors si on s'intéresse à l'entreprise Euronext, donc, comme vous le savez, il s'agit d'une entreprise qui est l'opérateur des marchés de plusieurs pays. On verra ça un peu plus tard. Donc, le siège social est aux Pays-Bas. Actuellement, la capitalisation boursière elle est d'environ 10 milliards d'euros, ce qui en fait une mid-cap en train de basculer dans la catégorie des large cap. Elle est rattachée notamment à l'indice Eurostoxx 600. Si j'essaye de la classer dans le type d'entreprise selon Peter Lynch, elle fait plutôt partie des stalwarts selon moi. Elle appartient au secteur des services financiers, la sous-catégorie des opérateurs financiers de marché. Donc c'est elle qui gère par exemple la bourse de Paris, entre autres. Donc c'est une entreprise bien sûr éligible au PEA. Si on s'intéresse à la structure de son actionnariat, il y a 75% environ de flottants, et il y a un quart donc d'actionnaires historiques avec pour 7%, un peu plus de 7%, la Caisse des dépôts en France et l'équivalent de la Caisse des dépôts en Italie depuis qu'il y a eu le rachat de Borsa Italia. Et puis il y a des participations historiques d'institutionnels. Voilà. Si on s'intéresse à son business model, donc actuellement ses revenus, si on le fusionne avec Borsa Italia, il y a un peu plus de 1,3 milliard d'euros de revenus, avec différentes sous-catégories donc de survenus de ces revenus. Grosso modo, il y a un peu moins de la moitié qui provient d'activités qui ne dépendent pas donc, du volume des transactions, et puis un peu plus de la moitié qui dépend du volume de transactions. Donc, par exemple, le volume des transactions, donc, il prélève des frais chaque fois qu'il y a des échanges sur les actions, ou sur les bons, ou sur les. Alors, ils ont une entreprise là de trading d'énergie dans les pays du Nord. Donc, tout cela, il prélève à chaque fois des frais. Le fait de lister les entreprises, il y a aussi des frais. Lors des IPO, il y a aussi les entreprises qui payent des frais. Il y a le fait d'émettre des indices comme le CAC 40 ou le CAC 40 ESG par exemple, ça fait partie de leur travail. Donc il y a une partie où ils prélèvent des revenus là-dessus, alors je ne sais pas exactement comment. Il y a une partie qui est du traitement ils revendent une partie de leur data. Je pense à des entreprises par exemple de trading haute fréquence, ce genre de choses. Donc ça c'est non volume dépendant par exemple. Voilà, donc il y a vraiment différents pôles. Je vous avoue que c'est un peu technique et moi je ne comprends pas toujours leur mode de revenu. Il y a effectivement une part qui sont des frais fixes et une part sur des frais de volume. Voilà, grosso modo, leur business model. Si on s'intéresse à la répartition du business, donc elle gère, donc aujourd'hui Euronext gère la bourse de Paris, la bourse de Milan depuis le rachat de Borsa Italia, la bourse des Pays-Bas, Belgique, Oslo, euh, euh, l'Irlande et le Portugal. Donc on voit que le premier marché c'est le marché italien depuis le rachat. La France arrive deuxième et avec les Pays-Bas c'est quasiment trois quarts des sources des revenus. Voilà pour la répartition géographique. Euh, donc en Europe, donc c'est un modèle fédéral, Euronext. Les grosses concurrences, vous avez le LSE qui est le London Stock Exchange, vous avez le Dutch Bourse qui est la bourse d'Allemagne, donc ils sont plus grosses toutes les deux. Vous avez la bourse suisse qui a racheté il y a 1 ou 2 ans la bourse de Madrid, et puis vous avez par exemple la bourse de Stockholm qui est rattaché au Nasdaq. Donc vous voyez en Europe une répartition un petit peu éclatée. Et vous voyez qu'avec le modèle d'Euronext, on a quand même une grosse partie de l'Europe, en tout cas occidentale, qui est représentée, même si les deux gros marchés sont la bourse d'Allemagne et la bourse de...
Donc maintenant, on va se pencher un petit peu sur les résultats de cette entreprise. Donc si on s'intéresse aux revenus, on voit que son chiffre d'affaires est en croissance et que la projection prévoit une augmentation sensible et constante de son chiffre d'affaires. On voit que la marge nette est très élevée et qu'en plus il y a potentiellement une marge d'amélioration de celle-ci. La marge d'exploitation est là aussi très élevée. Donc une entreprise, enfin voilà, des courbes comme on aime les voir. Donc si on s'intéresse plus précisément à la profitabilité, la marge brute de cette entreprise est supérieure à 75%, donc c'est juste énorme. Je vous rappelle que pour définir un avantage compétitif, il faut que la marge brute soit supérieure à 40%. Là, vous êtes à 75%, donc il y a peu d'entreprises qui ont une telle marge. La marge nette est à plus de 35%, donc c'est tout simplement énorme. Moi, je connais très peu d'entreprises qui ont une marge nette aussi élevée. Le retour en equity est à 32%, donc là aussi c'est énorme, et le ROIC est à 14,7%. Donc une entreprise extrêmement profitable. Donc maintenant, si on s'intéresse à une des caractéristiques préférées de Warren Buffett, c'est-à-dire l'existence d'un moat, c'est-à-dire un avantage compétitif durable, je pense que cette entreprise en a plusieurs sur différents niveaux. Donc il y a effectivement une barrière à l'entrée qui est tout simplement réglementaire. Euh, une entreprise elle va se faire coter sur un marché, donc il n'y a pas de deuxième marché dans le même pays. Et donc effectivement, il y a quand même une barrière à l'entrée, on va dire géographique. Il y a une barrière à la sortie probablement parce que se faire décoter d'une bourse sur une autre bourse, probablement qu'il y a un coût qui est pas anodin. Il y a un effet réseau, en tout cas c'est ce que met en évidence Euronext. Ce qu'ils ont mis en évidence notamment, c'est que depuis qu'ils ont racheté la bourse de Dublin ou la bourse d'Oslo, qui sont des petites bourses, il y a eu une augmentation de l'activité sur ces bourses car elles sont reliées à des plus gros marchés d'Euronext, donc comme la bourse de Paris ou la bourse d'Amsterdam. Et puis c'est une entreprise qui a un modèle scalable et donc on peut faire une économie d'échelle car les structures sont équivalentes et sont reproductibles en fonction des différentes bourses. En tout cas, c'est là aussi ce qu'elle met en avant. Donc une entreprise qui, à mon sens, possède plusieurs modes. Alors maintenant, si on s'intéresse à la situation bilancielle de l'entreprise, alors il y a un avant et après rachat de la bourse italienne. Donc avant le rachat, le leverage était relativement bon avec une dette sur EBITDA à 1,1. Mais avec le rachat de celle-ci, la projection est d'environ 3,5, donc une nette accélération de son niveau d'endettement, avec un objectif affiché de l'entreprise, l'objectif d'un leverage inférieur à 3 avant fin 2022. Alors, comme toutes les entreprises endettées, la question c'est surtout est-ce qu'il y a une menace de liquidité à court terme. Donc le current ratio est à 2,6, donc a priori pas de menace à court terme pour payer ses dettes. Bon voilà, maintenant si on s'intéresse au cash flow, alors là je vous ai mis le cash flow qui vient des operating activities, donc en fait c'est le revenu net dégagé par l'entreprise de ses activités. Donc c'est pas le free cash flow auquel il faut enlever le cash flow d'investissement et de financement. Ce qu'on voit, c'est sur que ce cash flow opérationnel, celui-ci est en croissance constante en moyenne d'un peu plus 8% par an, et vous voyez qu'il augmente régulièrement ces dernières années, avec actuellement en 2020 un cash flow à 259 millions d'euros. Donc maintenant, si on s'intéresse au niveau de la valorisation, donc actuellement le PER est autour de 22, donc le PEG est à 1,7 si on considère, si on reprend la croissance de earning per share des 5 dernières années qui était en moyenne proche de 13%. Voilà, price to cash flow à 22, VE sur EBITDA à 13,7. Donc on est un peu au-dessus des moyennes historiques de l'entreprise, mais comme beaucoup d'entreprises actuellement qui sont bien valorisées. Alors maintenant, si on essaye de valoriser l'entreprise en fonction du retour sur investissement qu'on recherche. Donc sur ce tableau, on essaye de déterminer un prix d'entrée qu'on retrouve en vert sur 3 différents scénarios. Ces scénarios, on va faire varier le taux de croissance et la valorisation terminale, c'est-à-dire si on part sur le earning per share qui est de 4,99 en 2020, ça correspondra donc le terminal multiple au PER terminal.
Et donc le discount rate, c'est le retour sur investissement que j'attends de l'achat de l'entreprise. Là, ce que j'attends, c'est donc de battre le marché, donc au moins 10% de retour sur investissement par an sur les 10 prochaines années. Donc en fonction des différents scénarios, si je les pondère en fonction de leur probabilité de survenue, donc j'essaie d'être en général plutôt conservateur, même sur cette entreprise, je suis plutôt optimiste. J'ai pondéré donc 0,5 pour le normal case avec un taux de croissance à 8% sur les 5 prochaines années, puis 5% sur les 5 à 10 années qui suivent sur le earning per share. Donc c'est un scénario, on va dire, moyen, plutôt conservateur. J'ai un prix d'entrée donc de cette entreprise à 72 euros et puis je le pondère en fonction des différents scénarios. Scénario plus optimiste, c'est 12% de croissance, 8% dans les 5 dernières années avec un PER terminal à 24. À ce moment-là, je pourrais rentrer en dessous de 120. Bon, si je les pondère, grosso modo, en fonction de leur probabilité de survenue, hein, c'est à la louche, bien évidemment. C'est histoire de moyenner tout ça. J'ai un prix d'entrée qui est plutôt autour de 82 euros. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la redistribution des résultats de l'entreprise aux actionnaires, donc actuellement, elle délivre un rendement environ à 55, alors c'est un peu baissé là depuis entre les diapos et l'augmentation la récente de l'entreprise, mais globalement c'est 1,5%. Le P/E ratio est à 50% et c'est une politique affichée de distribution de l'entreprise. Hein. Donc elle a affirmé qu'elle distribuerait 50% de son bénéfice dans les années à venir aux actionnaires. Elle ne fait pas partie des aristocrates, bon, c'est trop récent pour en faire partie, et elle n'a pas actuellement de politique de rachat d'actions. Donc voilà pour la politique de redistribution. Donc maintenant, si on s'intéresse à des entreprises équivalentes plutôt que proprement parler des concurrences, donc on va regarder la Dutch Bourse, le London Stock Exchange et le Nasdaq pour avoir un petit peu des niveaux comparatifs de valorisation. Donc en termes de capitalisation, on voit que Euronext est beaucoup plus petit, hein, seulement 10 milliards d'euros, 26 milliards pour la Dutch Bourse, 47 milliards d'euros, hein, j'ai converti tout en euros pour la London Stock Exchange, et 26 milliards, enfin 27 milliards pour le Nasdaq. Voilà, bon, les PI ratios, on voit que Euronext c'est la moins bien valorisée avec un PER à 24 pour la Dutch Bourse, 63 pour le London Stock Exchange et 28 pour le Nasdaq, donc plus valorisé. Idem pour les VE sur EBITDA. Si on s'intéresse maintenant à la profitabilité, on voit que la marge brute d'Euronext est meilleure que ses concurrents avec une marge nette à la fin qui est à 35%, 29 pour la Dutch Bourse, 14 pour le London Stock Exchange et 16,6 pour le Nasdaq. Donc une entreprise qui semble plus profitable. Idem pour le retour en equity qui est nettement meilleur pour Euronext. Une croissance des bénéfices qui est quand même de 12,8% sur les 5 dernières années. 10% pour la Dutch Bourse, 10% pour le London Stock Exchange et 17% pour le Nasdaq. Donc une entreprise qui semble à la fois profitable, avec des niveaux de croissance qui se retrouvent un peu au-dessus du peloton ou dans le peloton, mais en tout cas qui n'est pas du tout largué, et un niveau de valorisation qui est un peu inférieur. Alors ça s'explique actuellement, alors j'ai mis le leverage, il est à 1,1, mais actuellement il est plutôt augmenté, il est en augmentation, hein, alors il faudrait recalculer, enfin il faut le réadapter du fait de leur rachat de la bourse italienne en début d'année, plutôt au niveau de 3, donc ça explique le différentiel de valorisation. Voilà, bon, les rendements, je passe. Voilà, si on s'intéresse à la performance boursière de cette entreprise, on voit que depuis son IPO en 2014, ben, elle surperforme très très largement son indice, le Eurostock 600. Elle surperforme aussi la Dutch Bourse et elle n'a pas à rougir de sa performance vis-à-vis du Nasdaq ou de la London Stock Exchange. Donc vraiment une entreprise avec une très très belle performance. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur les perspectives de cette entreprise. Donc on l'a déjà dit, mais en début d'année, elle a racheté la Borsa Italia pour 4,3 milliards d'euros. En sachant que c'était une entreprise dont la capitalisation était avant de 6 milliards, donc une augmentation significative de la taille de l'entreprise, hein, puisque on le verra un peu après, mais ça va représenter 35% de son futur business. Alors comment elle a financé ça? Donc elle a fait une augmentation de capital, donc elle a dilué les actionnaires dont je faisais partie d'ailleurs, en augmentant donc le volume d'actions pour 1,8 milliard d'euros, plus il y a eu 600 millions d'euros faits par des fonds d'investissement. Ça représentait environ une dilution de 40% de l'entreprise.
Ensuite, ils ont pioché dans de 300 millions de cash qu'il y avait en réserve, et puis ils ont émis une dette de 1,8 milliard d'euros, avec les échéances que je vous ai mis en dessous et les coupons qui sont, comme vous le voyez, relativement bas. Voilà, le coupon le plus élevé c'est sur 20 ans avec un coupon à 1,5%. Donc voilà, une dette dont on connaît le tracé qui est actuellement plutôt à des bons prix. Bon, donc ça donne quoi le rachat de Borsa Italia? Bah, ça augmente de 35%, enfin ça, pas plus, mais ça, Borsa Italia, ça va représenter 35% de la nouvelle entité, 35% de l'EBITDA, 35% du résultat net, sachant que ça divulgue grosso modo 40% de l'entreprise. Voilà, la marge opérationnelle était à peu près équivalente. Donc l'idée c'était qu'Euronext faisait 520 millions d'euros d'EBITDA en 2020 et Borsa Italia 270, donc on arrive à un total de 790 millions d'euros d'EBITDA pour avoir une idée un petit peu de la répartition, en tout cas de l'accélération de la taille de cette entreprise. L'objectif affiché c'est de dégager sur 3 ans 60 millions d'euros d'EBIT du fait de recherche de synergie entre ces deux entreprises. Voilà un petit peu ce que ça donne le rachat de Borsa Italia. Donc voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est une entreprise donc, qui a une croissance organique, hein, et bien évidemment, mais surtout qui a une croissance externe avec le rachat donc, d'entreprises. Donc, tous les ans, elle rachète des actions. Donc, récemment, Nordpool, 2019, elle avait racheté la bourse d'Oslo, 2018, la bourse irlandaise. Voilà, des entreprises un peu plus techniques comme VP Securities au Danemark, et puis en avril 2021, donc la bourse italienne. Donc vraiment une entreprise qui se nourrit notamment sur la croissance externe. L'idée, c'est qu'elle est devenue d'un petit marché boursier, elle essaye de devenir un marché boursier de taille critique, en tout cas probablement avec l'idée de rivaliser avec la Deutsche Börse par exemple. Alors, une petite note d'analyse technique. Donc si on s'intéresse à la régression linéaire, alors entre le moment où j'ai la cotation actuelle elle est quasiment à 100 euros, donc on voit qu'on est sur la ligne médiane de la régression linéaire. On voit surtout que c'est une entreprise, alors même s'il n'y a pas un énorme passé, elle a un coefficient de corrélation très élevé à 0,88, plus proche on est de 1, plus le coefficient de corrélation est bon. Donc la régression linéaire semble intéressant peut-être dans ce cas-là. Donc on voit qu'on est normalement valorisé si on s'intéresse à ça, puisqu'on est, on est, on est sur la ligne médiane et pas écart type. On voit que la croissance annuelle moyenne est d'un peu plus de 20%. Donc une entreprise qui croît fortement, bien corrélée. Donc un outil dont on pourrait s'utiliser, notamment si on était à moins 1 DS, c'est-à-dire 87 euros actuellement. Voilà. Bon, voilà, grosso modo, si on s'intéresse à l'entreprise en chandelier japonais de manière hebdomadaire, on voit qu'il y avait un canal de croissance assez stable, qu'elle en est sortie post-Covid assez fortement, puis qu'elle a quand même assez corrigé avec l'annonce de la dilution et le rachat de Borsa Italia, et puis là qu'elle est en train de se reprendre et qu'elle est actuellement sur une zone un petit peu de résistance entre 95 pardon, et 100. Voilà, bon, donc maintenant on va essayer de conclure. Donc, comme vous le savez, avant de conclure, je fais toujours une petite checklist de mon analyse. Donc, est-ce que je comprends le business model de cette entreprise? Ben, faut être honnête, là non, c'est trop technique. Je comprends pas, enfin, je comprends les grandes lignes, mais il y a quand même une partie technique qui pour moi reste un peu obscure. Je ne sais pas si elles peuvent se faire concurrencer par d'autres bourses. Enfin bref, je ne maîtrise pas, c'est trop technique pour moi. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Bah, évidemment, on aura besoin d'opérateurs de marché, donc ça, il n'y a pas de menace de ce type d'entreprise. En plus, c'est monopolistique sur les pays, donc voilà. Après, la question, c'est surtout la fusion avec des plus grosses entreprises voilà. Enfin, des plus gros marchés. Est-ce qu'un jour il y aura une fusion avec Deutsche Börse pour devenir un vrai marché européen énorme? C'est peut-être ça la question. Bon, en tout cas, l'entreprise en tant que telle, elle sera toujours là dans 20 ans. Je suis consommateur, effectivement, puisque je fais bourse, bon, à un petit niveau, hein, bien sûr. Bref, je passe. Est-ce que je me suis penché sur cette entreprise plus longtemps que sur mon prochain frigo? Ben oui, ça c'est un conseil de Peter Lynch.
Est-ce que c'est une entreprise qui va se faire disrupter? Ben non, il y a besoin d'opérateurs de marché centralisés, donc ça, il n'y a pas de danger, c'est même réglementaire. Donc pas de danger de ce côté-là. Elle a un mode, elle a plus, à mon sens, elle a un mode, même un wine mode, et sur plusieurs éléments. Donc là aussi, une entreprise qui a un bel avantage concurrentiel. On le voit d'ailleurs sur sa profitabilité. C'est une entreprise qui est en croissance. Par contre, je ne pense pas que ça soit une entreprise qui fasse x10. Hein. Je vois mal comment elle pourrait euh, peser 100 milliards d'euros, même si tout le monde se met à jouer en bourse. Ça paraît, ça paraît pas envisageable pour cette entreprise. Donc, si on conclut, c'est les éléments pour, elle a un wine mode, c'est une entreprise extrêmement profitable. C'est une entreprise qui a une croissance, alors pas une croissance au-dessus de 20%, mais une croissance quand même supérieure à 10%, donc toujours intéressant. C'est une entreprise qui génère bien du cash. On peut se poser la question, une fois qu'elle sera désendettée, qu'elle aura payé son rachat de Borsa Italiana, ben alors elle sera encore plus générateur de free cash flow, donc une belle entreprise. Elle a des éléments d'amélioration parce que c'est un modèle d'entreprise scalable. C'est une entreprise antifragile, hein. On voit que son business il a plutôt été protégé, voire au contraire accéléré par la crise Covid, hein, l'augmentation des volumes des transactions, c'est bon pour elle. Donc, donc là-dessus, c'est plutôt une entreprise protectrice, défensive. Moi, je la trouve profitable, en croissance et pas beaucoup, enfin, un peu moins bien valorisée que des concurrentes. Alors certes, un peu plus endettée, mais qui, à mon sens, vaut le coup de se pencher sur cette entreprise. Alors les éléments comptent, c'est qu'il y a eu une dilution récente du capital, mais bon, c'est déjà fait. Donc voilà. Et le gros point clé, c'est l'endettement. Donc bon, je suis pas inquiet pour payer l'endettement, mais c'est sûr que ça va impacter son free cash flow parce qu'elle va falloir qu'elle se désendette sur les années à venir. Et donc ça limite un peu sa génération de free cash flow. Ça n'empêche pas sa croissance ou son investissement et il n'y a pas de danger pour payer sa dette à mon humble avis. Voilà, donc juste je vous montre ma position. Donc moi j'ai 12 actions de cette entreprise avec un PRU à 82 euros. Moi j'avais souscrit à l'augmentation de capital voilà, quand ça a eu lieu. Voilà, donc la question c'est que feriez-vous à ma place? Voilà, moi à titre personnel, actuellement je la trouve pas trop mal valorisée. Sans doute qu'il y a encore une marge de progression. Je vais peut-être pas renforcer à ce niveau-là, mais en tout cas, s'il y avait une correction, je suis à l'affût pour me renforcer sur cette entreprise, mais à des niveaux un petit peu plus bas. Voilà, en tout cas pour ma part, dites-moi ce que vous faites ou ce que vous feriez. Voilà. Et puis en conclusion, bah, j'aime bien finir avec une citation, là qui me semble à chaque fois pertinente. Donc Peter Lynch lui conseillait d'investir dans les choses que vous comprenez. Et là, c'est peut-être un petit peu la limite pour ces entreprises un petit peu techniques, en tout cas pour ma part. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Au revoir et à bientôt.